Les portes de la France toujours grandes ouvertes pour les Algériens après avoir ouvert les vannes de l'immigration et face à une crise diplomatique qui s'enlise, Emmanuel Macron rejette la faute sur son gouvernement. Par procuration, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui le reconnaissent aujourd'hui. Donald Trump, dans son entourage même, le disent. Ce sont bien les États-Unis qui sont à l'origine de cette guerre par l'organisation d'un coup d'État. Moscou demande le retrait des forces ukrainiennes de l'entièreté du Donbass en échange de quelques portions de territoire déjà conquis dans les régions de Zaporijia et de Soumy. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Zelensky et les dirigeants européens à la Maison-Blanche entre recadrage et humiliation. En Syrie, depuis un mois, la province russe de Soueïda, dans le sud du pays, est assiégée par les forces du nouveau régime islamiste, tandis qu'Israël tente de profiter de la situation. Et enfin, en France, le gouvernement se montre toujours incapable de faire face à l'Algérie. Pire, le nombre de visas algériens a explosé au cours de l'année passée. Invités à la Maison-Blanche, Zelensky et les dirigeants européens ont difficilement échappé à l'humiliation publique. Derrière les photos, Donald Trump poursuit son plan, un plan qui s'aligne de plus en plus sur les exigences russes. Explication, Édouard Chano. Ce 18 août, la Maison-Blanche a mis en scène sa diplomatie. Les dirigeants européens étaient venus pour imposer leur vue et soutenir Volodymyr Zelensky de plus en plus fragilisé. Celui-ci, rhabillé pour l'occasion, n'a cette fois pas été humilié comme en février dernier. Mais convoqués au bureau de Donald Trump, les abandons européens sont de plus en plus nombreux. Alors que le cessez-le-feu était une exigence première et le refus des échanges de territoire une obsession, la carte affichée dans le bureau ovale affichait la couleur. La Maison-Blanche a revendiqué dans un communiqué le retour du leadership américain et il est difficile de contredire son triomphalisme. Les flatteries de Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, envers Donald Trump en disaient long sur la cécité diplomatique des Européens qui auraient pu eux-mêmes débloquer la situation depuis longtemps. Je tiens vraiment à vous remercier, président des États-Unis, cher Donald, pour avoir débloqué la situation avec le président Poutine, en entamant le dialogue depuis février, je crois, avec votre premier appel. C'est grâce à cela que nous sommes ici aujourd'hui. Je pense que si nous jouons bien, nous pouvons en finir. Le fait que vous ayez dit vouloir participer aux garanties de sécurité est vraiment un grand pas, c'est vraiment une avancée, cela fait toute la différence. Je tiens également à vous remercier pour cela. Au cœur de la réunion, les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Une concession admise en principe par Vladimir Poutine à la suite de sa rencontre en Alaska avec Trump, mais le conseiller diplomatique du président russe Yuri Utchakov a souligné que la Russie exige aussi des garanties égales pour sa propre sécurité, excluant de facto des déploiements de troupes occidentales. Les Occidentaux se donnent 10 jours pour élaborer ces garanties, bien sûr sous la coordination américaine, car là encore, les Européens ne peuvent agir seuls. Donald Trump a rapidement appelé Vladimir Poutine dans la foulée de sa rencontre avec les Européens pour organiser un sommet entre Volodymyr Zelensky et celui-ci dans les 2 semaines à venir. Rien n'est encore acté, mais la Russie a admis l'idée d'élever le niveau des rencontres diplomatiques avec Kiev. Reste que l'initiative de Trump est indispensable, selon Nikola Mirkovitch, fondateur de l'ONG West-Est et auteur de l'essai L'Amérique Empire, qui salue le travail diplomatique du président américain. L'idée d'une rencontre trilatérale n'est pas surprenante, elle est même indispensable. N'oublions pas que les vrais protagonistes de cette guerre sont les États-Unis et la Russie, qu'il s'agit d'une guerre par procuration. Ce sont les États-Unis eux-mêmes qui le reconnaissent aujourd'hui. Donald Trump, dans son entourage même, le disent. Ce sont bien les États-Unis qui sont à l'origine de cette guerre par l'organisation d'un coup d'État en Ukraine en 2014, ce qui a envenimé la situation avec la Russie. On a vu que Donald Trump avait une vision qui était différente de celle de Joe Biden. Donc il veut négocier, il veut entamer la voie diplomatique. Il l'a fait d'ailleurs, il a envoyé différents experts discuter depuis plusieurs mois avec Vladimir Poutine et son gouvernement. Il a même envoyé ses propres ministres. Je pense que c'est une très bonne initiative. De toute manière, au bout d'un moment, il va falloir régler cette guerre. L'objectif de Donald Trump est d'user la diplomatie pour obtenir la paix. Et c'est d'ailleurs aussi la volonté de Vladimir Poutine qu'il a dit aussi que lui souhaitait la paix avec les États-Unis et l'Ukraine. Toute guerre se termine toujours par un accord et la paix. Et il faut saluer
cette initiative de Donald Trump qui rompt avec ce que Joe Biden avait mis en place, c'est-à-dire vraiment une politique de porte fermée à toute discussion, à toute négociation. Selon le conseiller diplomatique du Kremlin, Yuri Ushakov, l'appel de Trump a aussi soulevé la question des territoires à échanger, alors même qu'Emmanuel Macron affirmait à la presse que ces derniers n'avaient pas été évoqués à la Maison-Blanche. Moscou demande le retrait des forces ukrainiennes de l'entièreté du Donbass en échange de quelques portions de territoires déjà conquis dans les régions de Zaporijia et de Soumy. Une idée que Donald Trump a admise dans la foulée de sa rencontre avec Poutine en Alaska, et une évidence que les Européens devront sans doute admettre, car, comme le rappelle Nicolas Mirkovitch, c'est Vladimir Poutine qui est en position de force dans ces négociations. Contre toute attente, c'est Vladimir Poutine qui a les cartes en main pour bien négocier aujourd'hui. Malgré les quelques 30 000 sanctions appliquées par les pays atlantistes, il a fait de la Russie la première puissance européenne en PIB en parité de pouvoir d'achat, malgré la présence de l'OTAN et les consultants de l'OTAN et le matériel militaire de l'OTAN et les centaines de milliards d'euros donnés par l'OTAN, eh bien c'est l'armée russe qui est en train de gagner sur le terrain. Donc lui aujourd'hui il est en position de force pour discuter avec Donald Trump et n'oublions pas que Trump, comme les Européens voulaient un cessez-le-feu, Poutine a dit qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu et qu'il voulait un accord direct et que c'est aujourd'hui la position de Donald Trump. Donc très clairement, Vladimir Poutine est en position de force dans ces négociations aujourd'hui. La Syrie plonge toujours un peu plus dans le chaos et la guerre civile. Depuis un mois, la province druze de Soueïda, dans le sud du pays, est assiégée par les forces du nouveau régime islamiste, tandis qu'Israël tente de profiter de la situation. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Pas de trêve estivale pour les violences intercommunautaires et la guerre civile en Syrie. Depuis la prise de pouvoir en décembre 2024 des islamistes conduits par Ahmed al-Shara et soutenus par la Turquie, les violences contre les minorités religieuses en Syrie n'ont eu de cesse de se poursuivre. Au printemps 2025, des raids contre les provinces alaouites, le groupe ethno-religieux dont est issue la famille Assad, ont fait plus d'1 millier de morts, dont de très nombreux civils. Des massacres dans lesquels des dignitaires du nouveau régime sont clairement impliqués, ce qui n'a toutefois guère ému la communauté internationale, étant donné que les Alaouites sont grossièrement considérés comme ayant vocation à expier les péchés du régime précédent. Fin avril et début mai, des violences ont éclaté entre les milices du régime islamiste et la communauté druze. Les Druzes, une petite communauté ethno-religieuse arabe d'1 million d'individus, dont 500 000 se trouvent en Syrie, se sont toujours efforcés de rester en dehors de la guerre civile syrienne, y compris du temps de Bachar el-Assad. En Syrie, les Druzes se trouvent essentiellement dans la région de Soueïda, dans le sud, où ils sont largement majoritaires, et dans la ville de Jaramana, dans la banlieue de Damas. Mais un message audio falsifié et attribué à un chef religieux druze de Jaramana a déclenché des attaques de groupes islamistes contre les Druzes de la banlieue de Damas, qui se sont défendus avec leurs propres milices armées. Les affrontements ont fait au moins une centaine de morts. Israël a durant ces journées bombardé le territoire syrien dans le but d'empêcher la poursuite des violences contre les Druzes, prenant ainsi fait et cause pour les Druzes, ce qui leur donne le prétexte de poursuivre des interventions en Syrie dans le but de maintenir le pays en état d'incapacité d'agir. Fin juin, c'était au tour des chrétiens de subir une attaque terroriste faisant 25 morts et 63 blessés à Damas. Et depuis mi-juillet, les combats entre milices du régime et milices druzes ont repris. Tout a commencé avec des affrontements entre Druzes et Bédouins arabes sunnites vivant dans la province de Soueïda, qui ont rapidement dégénéré avec le renfort de milices islamistes du régime. Ces dernières sont parvenues à entrer dans la ville de Soueïda et ont kidnappé ou exécuté de manière sommaire de nombreux civils druzes, nombre de ces exécutions ayant été filmées et offrant un spectacle insoutenable. Pendant ce temps, des Bédouins ont également fui les zones majoritairement druzes. Si les combats, qui ont fait potentiellement près d'1 millier de morts, ont rapidement cessé après qu'Israël ait bombardé la capitale Damas, depuis près d'1 mois, la province de Soueïda est assiégée par les milices islamistes et les populations civiles commencent à manquer de tout. Médicaments, eau, nourriture, pétrole, gaz, internet, électricité. En parallèle de cela, les Druzes de Syrie en dehors de la province de Soueïda sont de fait menacés de toutes parts et mis au banc de la société et retranchés dans la ville de Jaramana. Les étudiants druzes ont été de fait chassés des universités de Damas. Désormais, les manifestants druzes à Soueïda réclament de plus en plus ouvertement la sécession pure et simple de leur province du reste de la Syrie et l'intervention d'Israël.
Des drapeaux israéliens ont été brandis lors des manifestations, une scène assez surréaliste dans le monde arabe. Le chef de la communauté druze du Liban a d'ailleurs vivement critiqué l'ingérence israélienne en Syrie et chez les Druzes de Soueïda. Quant à ces derniers, chacun aura son opinion pour dire s'ils agissent en agents d'Israël ou s'ils voient l'État hébreu comme seul recours face aux barbus, alors qu'habituellement l'État hébreu a souvent favorisé l'émergence des islamistes pour affaiblir le nationalisme arabe et le socialisme bassiste. D'autres signes de chaos, de délitement et de discrimination communautaire sont observables dans le reste de la Syrie sous contrôle du nouveau pouvoir de Damas. Ces derniers jours, 2 attentats ont frappé Damas et Alep, sans toutefois faire de victimes, à l'exception de l'auteur de l'attentat suicide à Alep qui s'est fait exploser, tandis que la voiture piégée à Damas n'a fort heureusement pas fait de victimes. Par ailleurs, d'importants feux de forêt frappent la région de Latakié, à majorité alaouite, et les habitants locaux soupçonnent fortement le régime islamiste de volontairement ne pas s'en occuper. On peut donc désormais parler d'une Syrie qui se retrouve littéralement à feu et à sang. Le fruit du travail de destruction du régime Assad entamé par les Occidentaux dès 2011. Du bon boulot, comme le disait à l'époque Florent Fabius. Les portes de la France toujours grandes ouvertes pour les Algériens après avoir ouvert les vannes de l'immigration et face à une crise diplomatique qui s'enlise, Emmanuel Macron rejette la faute sur son gouvernement. Renaud de Bourleuf. Désarmé face à l'Algérie, Emmanuel Macron s'en remet au gouvernement. Dans une lettre du 6 août, le président de la République a appelé le gouvernement à plus de fermeté et de détermination face aux difficultés croissantes rencontrées avec l'Algérie. Au bout d'un an, la crise diplomatique avec Alger n'est toujours pas réglée. Tout a commencé au mois de juillet 2024 quand Emmanuel Macron a reconnu dans une lettre au roi du Maroc Mohamed VI que le Sahara occidental était marocain. Un sujet épineux entre les 2 voisins maghrébins, les propos de Paris ont alors suscité de vives réactions à Alger. Après le blocage des expulsions de clandestins en refusant la délivrance de laissez-passer consulaires, puis l'arrestation de l'écrivain naturalisé français Boualem Sansal, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a multiplié les provocations à l'encontre de la France, renvoi de clandestins expulsés par avion, ou encore expulsion d'Algérie de fonctionnaires de l'ambassade de France. Face à tout cela, Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot préféraient ne pas faire de vagues. Maintenant, il joue la carte de la fermeté et de la détermination, invectivant ainsi le gouvernement. Une inversion des rôles alors que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau appelait à la réaction face à Alger avec sa riposte graduée, laquelle n'a pas eu beaucoup de succès. Dans la lettre du 6 août adressée au gouvernement, Emmanuel Macron note notamment que le nombre de visas attribués aux Algériens a chuté automatiquement de 30% durant les 7 premiers mois de l'année en cours, ce qui reste extrêmement élevé alors que depuis le début de son 2e mandat, la porte a été largement ouverte aux Algériens. 250 095 visas délivrés en 2024. C'est une augmentation de 19,3% par rapport à l'année 2023, mais surtout de 91% par rapport à 2022. Par ailleurs, depuis 2017, le plus grand nombre de premiers titres de séjour a été délivré aux ressortissants maghrébins. Face à ces données, il y a de quoi s'étonner que le gel des visas n'ait pas été la première réaction face aux provocations algériennes. Mais comme le note lui-même Emmanuel Macron dans sa lettre, cette légère baisse observée en début 2025 n'est même pas due à une fermeté de l'Élysée, encore moins à la riposte graduée chère à Bruno Retailleau. La baisse du nombre de visas est due à la politique algérienne. En effet, le refus d'Alger d'attribuer des visas à de nombreux fonctionnaires français a entraîné un nombre insuffisant de fonctionnaires consulaires employés par les consulats français en Algérie, retardant ainsi les dossiers. Ainsi, la riposte graduée de Bruno Retailleau aura entraîné une réaction du président Tebboune qui se sera finalement retourné contre Alger en retardant légèrement les procédures d'immigration légale. Pendant ce temps, l'immigration illégale bat toujours son plein, quoique étant par définition difficile à quantifier. Mais selon des données disponibles, les Algériens sont les premiers bénéficiaires de l'aide médicale d'État. 42,7% des bénéficiaires de l'AME traités dans les hôpitaux publics de Marseille en 2018 et 31,5% de ceux traités dans les hôpitaux publics de Lyon cette même année. Mais Emmanuel Macron le maintient dans sa lettre, la France doit être forte et se faire respecter. Il y a encore du progrès à faire dès le lendemain, le 7 août. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie a été convoqué. Les autorités algériennes lui ont communiqué 2 décisions. La fin définitive de l'accord de 2013 sur l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques avec effet immédiat et la fin de la mise à disposition à titre gracieux de biens immobiliers appartenant à l'État algérien au profit de l'ambassade de France en Algérie. Après cette nouvelle humiliation diplomatique, Paris ne répond plus. L'actualité en bref en France.
La rentrée scolaire affectera-t-elle moins le portefeuille des parents? Le prix des fournitures scolaires est en légère baisse cette année pour les élèves qui font leur rentrée au collège. Selon l'association Famille de France, en 2025, le panier moyen s'élève à 211,10 € contre 223,46 € en 2024. Cette baisse est due en partie à un allègement du prix des matières premières, notamment le papier et le plastique, mais aussi au comportement des parents qui anticipent leurs achats et privilégient les promotions. Une colonie de vacances transformée en cauchemar. Jeudi 14 août à Tulle, une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans et captation de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique a été ouverte. Un animateur saisonnier du centre de loisirs du Chambon, structure de la ville de Tulle, a été mis en examen. La mairie socialiste de l'ancien fief de François Hollande a annoncé suspendre l'animateur. En marge de l'investigation criminelle, une enquête administrative a été ouverte sur le fonctionnement de ces centres de loisirs pour les mineurs et sur le mode de recrutement des animateurs. La France se rafraîchit un peu. Ce mardi, plus aucun département n'était placé en alerte orange canicule. La vague de chaleur qui frappe la France depuis le 8 août s'atténue donc. 5 départements restent en vigilance jaune, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes et le Var. Ce dernier territoire a été affecté par un incendie dévastant lundi 130 hectares de forêt. Le feu s'est déclaré à la mi-journée sur les flancs du Petit Bessillon, près du village de Pontevès, dans un endroit prisé des randonneurs. Dans le Var, la plupart des massifs du département très boisés sont classés en risque d'incendie sévère depuis lundi. Par ailleurs, la vigilance jaune orage est installée dans 18 départements, principalement dans le sud du pays, mais aussi en Vendée, dans le Morbihan et les côtes d'Armor. Le méga magot. 250 millions d'euros à gagner, le tirage de l'euro-million de ce mardi 19 août devrait susciter des passions. C'est la 3e fois seulement de l'histoire que cette somme maximale est en jeu. Elle a déjà été proposée en juin dernier sans trouver de gagnant. Remise en jeu une seconde fois, c'est un Irlandais qui a décroché le jackpot. En France, rappelons que le record est détenu par une jeune Polynésienne de Tahiti qui a remporté 220 millions d'euros le 15 octobre 2021 alors qu'elle jouait pour la toute première fois. Si quelqu'un remporte le pactole, celui-ci intégrera le classement des 500 personnes les plus riches du pays, derrière le directeur général de GL Events, Olivier Ginon, et sa fortune estimée à 255 millions d'euros. L'actualité internationale en bref. Le Hamas a accepté une proposition de cessez-le-feu à Gaza soumise par les médiateurs égyptiens et qataris au Caire lundi. Basée sur un plan américain, elle prévoit une trêve de 60 jours et la libération des otages israéliens en 2 phases avec un échange initial de 10 otages et des corps de captifs. Le Hamas, sans demander de modification, consultera ses alliés pour un cessez-le-feu permanent. Israël, de son côté, prépare une offensive sur Gaza officiellement pour éliminer le Hamas et libérer les 49 otages restants. Le voisin égyptien poursuit, lui, son rôle de médiateur et propose une force internationale sous mandat de l'ONU. Depuis le 7 octobre 2023, le conflit aurait fait plus de 60 000 morts arabes et 1219 morts israéliens. À la peine en matière de recrutement, Tsahal envisage de recruter 10 000 jeunes de 18 à 25 ans, notamment en France et aux États-Unis, pour pallier une pénurie de 12 000 soldats, accentuée par l'exemption des juifs ultra-orthodoxes. Le Burkina Faso s'enfonce dans l'isolement. La junte militaire dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré a déclaré lundi Carole Flore Smerezniak, coordinatrice résidente de l'ONU depuis juillet 2024, persona non grata. Elle est accusée d'avoir coprésidé un rapport de l'ONU sur les enfants dans le conflit armé au Burkina Faso, jugé mensonger et sans preuve objective par le gouvernement. Ce rapport, critiqué pour assimiler les forces burkinabées au groupe terroriste, manque de sources vérifiables selon la junte. Le Burkina Faso, en proie à des violences djihadistes depuis 10 ans, reste tout à fait instable. En décembre 2022, une précédente coordinatrice, Barbara Manzi, avait également été expulsée. Le gouvernement, qui s'est rapproché de Moscou au détriment de Paris, professe son attachement aux idéaux de l'ONU tout en dénonçant des contre-vérités. En attendant, les militaires au pouvoir ne cessent de reculer face à l'avancée des terroristes islamistes. Big Brother peut aussi être contre l'immigration. L'entreprise américaine Palantir est accusée par des sénateurs démocrates et le New York Times de créer une base de données massive sur les citoyens via son produit Foundry, qui fusionne des informations sensibles des administrations américaines, notamment l'Internal Revenue Service. Ces pratiques jugées illégales incluent un contrat de 30 millions de dollars avec l'ICE pour optimiser l'expulsion d'étrangers.
Palantir, fondé en 2003 par Peter Thiel, excelle dans l'analyse de données via l'IA et la reconnaissance faciale servant la NSA, le FBI ou la police. En Europe, ces outils soulèvent des inquiétudes. Le renseignement français s'en est détaché, tandis que le Danemark, la Grèce, la Hongrie et la Lettonie testent des systèmes similaires pour la fraude ou le contrôle migratoire. Ces pratiques amplifiées par l'IA générative alimentent des craintes d'une surveillance dystopique. Quand la clim tue, 5 personnes sont décédées et 14 autres hospitalisées dans le district new-yorkais de Harlem après avoir contracté la légionellose. Ce sont les services de santé américains qui l'ont annoncé. En cause, selon les services de santé américains, les tours de refroidissement de climatisation qui ont été testées positives à cette bactérie, provoquant une infection pulmonaire grave avec un taux de létalité de 9%. La contamination peut se faire via de l'eau ou par voie respiratoire, par des micro-gouttelettes en suspension dans l'air, mais pas de personne à personne. Le département de la santé de New York City a rappelé aux propriétaires d'immeubles de veiller au bon entretien de leur système de climatisation. Alors, Zelensky et plusieurs dirigeants européens ont été reçus à Washington dans un climat diplomatique tendu. Nous avons Donald Trump en pleine reconquête d'influence qui a présenté une stratégie de sortie de guerre qui écarte de facto l'Ukraine des décisions majeures. Cette posture a mis Zelensky dans une position d'humiliation diplomatique face à une Russie renforcée par sa résilience militaire. Ces déplacements révèlent-ils donc un tournant dans les prochaines alliances occidentales? Est-ce que l'Ukraine peut-elle encore se poser dans les négociations sans soutien donc des États-Unis? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines actualités. À tout de suite.